Et à tous pour ce webinaire numéro 11. Donc vous avez pour la plupart, je pense, l'habitude, mais on prend un petit peu de temps, le temps que les personnes se connectent pour présenter le GDR et le programme de l'après-midi. Donc je vais vous présenter ça. Donc le webinaire numéro 11 s'appelle Outils analytiques pour l'hydrométallurgie. Et pour simplement présenter très rapidement le GDR Prométhée, donc c'est un groupement de recherche qui est dédié aux procédés hydrométallurgiques, avec les champs thématiques autour des opérations unitaires de l'hydrométallurgie, donc les procédés amont, la lixiviation, biolixiviation, précipitation, l'extraction liquide-liquide, l'électrochimie, la synthèse organique, la chimie supramoléculaire, bon, ça regroupe beaucoup de disciplines. On s'intéresse également aux aspects de la modélisation, que ce soit thermodynamique, cinétique, procédé, aux géoressources et à l'économie et aux filières. Donc ce GDR, il regroupe 27 laboratoires membres. Alors membres, ça veut dire que c'est des laboratoires ou des équipes qui ont été listées au départ du GDR. Ça veut surtout pas dire que c'est une structure fermée, au contraire, hein. Donc on peut complètement intégrer des gens dans ce GDR au fil de l'eau. Il regroupe des participants donc, du CNRS et de 4 instituts du CNRS, des équipes du CEA, de l'IFP et du BRGM. On va entendre notamment aujourd'hui quelqu'un du CEA. Alors, on l'avait structuré initialement en 3 groupes de travail. Alors, c'est pas une structure qui est complètement opérationnelle, mais ça permettait aussi de mettre en avant les différents types d'actions et d'activités euh, euh, qui nous intéressent. Alors, je suis juste perdu dans mes fenêtres. Euh, donc, ce GDR, on a un site web, donc vous voyez l'adresse ici, gdrprométhée.cnrs.fr. Une liste de diffusion, alors qui n'est pas la même que celle pour les webinaires, hein. Donc, pour les webinaires, il y a une liste très grande qui est gérée par UL Propulse. Si vous voulez être intégré à la liste de diffusion spécifiquement du GDR, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée ici. Alors, on organise principalement des séminaires annuels au printemps, donc qui ont eu lieu à Toulouse, à Nîmes, à Reuil, donc à l'IFPEN cette année, et qui auront lieu à Metz au printemps 2025. On n'a pas encore fixé la date, mais ça sera fait courant janvier. Et on organise donc aussi des webinaires. Donc là, on est à la 4e année, hein, des webinaires d'automne qu'on met. Donc chaque intervention est mise sur YouTube en replay là. Donc vous trouverez le lien sur le site web. Et donc pour l'instant, il y a 27 interventions qui sont disponibles et ça fait des supports intéressants sur les différents sujets. Voilà. Donc ces webinaires, on les organise avec le soutien d'UL Propulse. Le programme, en général, il est établi par les membres du comité scientifique du GDR. Donc, vous voyez en tout petit, là, les photos. Alors, il y a 2 semaines, on a fait le webinaire numéro 10 sur les grands défis par rapport à l'hydrométallurgie de niche. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux outils analytiques pour l'hydrométallurgie. Alors, évidemment, on couvre pas tout, hein, mais donc on a choisi deux intervenants. Donc, pour vous les présenter, je vais passer la main aux 2 modérateurs, qui sont Jean-Charles de Hemtine de l'IFPEN et Jean-Pierre Simonin de l'UPMC à Paris. Et donc, c'est eux qui vont présenter le programme et les intervenants du jour. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si lequel de vous deux commence. Et ben voilà, donc bon après-midi. Alors c'est exceptionnellement, on n'a que 2 intervenants. Habituellement, il y a 3 intervenants. Là, on n'a que 2 intervenants, donc on terminera probablement un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne après-midi autour de ces thématiques. Et donc je passe la parole à Jean-Pierre, peut-être. Non, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. On s'est Ah, non, ça, bon, j'ai un partagé, peu. voilà, on s'est partagé la tâche. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Charles de Hemtine, donc IFP Énergie Nouvelle.
Je vais simplement vous introduire notre premier orateur que j'ai connu parce que j'étais moi-même donc visiter les lieux donc du synchrotron Soleil. Donc c'est un jeune orateur que nous avons aujourd'hui, hein, donc Anthony Brivois, qui a eu son doctorat en 2020, 3 ans de postdoc au synchrotron Soleil, et donc qui est maintenant scientifique de référence donc pour une des lignes du synchrotron. Voilà, donc il est spécialiste, enfin, il a fait son travail de thèse sur l'analyse des nanoagrégats de la matière organique, des particules, la matière organique avec du fer et donc leur réactivité. Et donc là, il va nous parler plus particulièrement donc, de la spectroscopie par rayons X avec des applications donc issues autour de recyclage des matériaux de batterie ainsi que l'extraction des terres rares en mode in situ. Voilà, donc je lui laisse la parole, Anthony. Euh, Merci c'est à vous. beaucoup. Je Voilà. partage. Hop. Et normalement, c'est bon. Et C'est je bon? pense qu'il faut dire aussi que les commentaires doivent venir dans le chat. N'hésitez pas d'en faire et de poser des questions en cours de route. Voilà, nous les reprendrons à la fin de la présentation. D'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, effectivement, je suis Anthony Beauvois. Je travaille comme scientifique de ligne au synchrotron Soleil sur la ligne de lumière ROC. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la technique de spectroscopie d'absorption des rayons X et puis deux exemples d'application. Donc avant de commencer, voilà, je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que la spectroscopie d'absorption des rayons X. Donc le principe, c'est que en utilisant des rayons X, on va exciter un électron de cœur, typiquement de la couche 1s, ça donne les seuils K d'absorption. Ça peut être aussi les couches 2s, 2p. Dans ce cas-là, on est ce qu'on appelle au seuil L. Donc on excite cet électron de cœur vers le continuum en énergie. L'avantage de cette technique, c'est que elle va dépendre elle va être sélective chimiquement, puisque en fonction de l'énergie, on va pouvoir sonder spécifiquement un type d'atome, hein, comme on le voit ici. Chaque atome a son seuil d'absorption à une certaine énergie. Et puis, ça va être une technique qui va être sélective orbitalement, puisque au seuil K, par exemple, du fer, si on utilise des rayons X de 7112 électronvolts, on va exciter l'électron de la couche 1s, alors que si on prend des énergies autour de 844 électronvolts, on va exciter les électrons de la couche 2s. Donc on peut sonder c'est une sélectivité orbitalaire. C'est une spectroscopie qui répond à la loi de Berlambert. Donc quand on fait la mesure, pour faire la mesure, on mesure l'intensité avant l'échantillon, l'intensité après l'échantillon, et on calcule le coefficient d'absorption molaire, le spectre d'absorption, comme étant le log de I0 sur IT. Comme toute spectroscopie, on a des mesures qui peuvent être indirectes, radiatives, c'est-à-dire que comme on crée un trou dans la couche 1s, bah, les électrons, tout ça va se relaxer en émettant de la fluorescence qu'on peut mesurer. Cette intensité de fluorescence, on peut la mesurer. Ou alors, on peut avoir aussi des phénomènes de désexcitation non radiatifs, auquel cas on mesure les électrons qui viennent des couches supérieures. Et dans ce cas-là, le spectre d'absorption, il va être proportionnel à l'intensité mesurée divisée par l'intensité de I0. Alors, à quoi ressemble un spectre d'absorption des rayons X? Bah, tout simplement, par exemple, un exemple est donné ici pour un hydroxyde double lamellaire composé de zinc. Donc là, on a sondé le seuil K du zinc. Donc, comment ça se présente? Eh bien, on a une première zone avant le seuil, on appelle la zone avant seuil. Dans cette zone-là, l'énergie de l'électron, du photon de rayons X n'est pas suffisamment grand pour exciter l'électron de la couche 1s. Donc, on a une diminution du coefficient d'absorption. Et puis, quand l'énergie du photon rayons X à la bonne énergie pour éjecter l'électron 1s dans les premiers états inoccupés orbitalaires, dans ce cas-là, on est dans la région Xanès, on observe une forte augmentation du coefficient d'absorption du spectre ici. Et donc on est dans une zone, on va dire, à peu près autour de 50 électronvolts, autour de
de cette énergie nécessaire pour éjecter l'électron 1s, et c'est ce qu'on appelle la zone XANES. Et puis, à plus grandes énergies, jusqu'à peu près 1000 électronvolts après le seuil, on observe des oscillations qui sont liées à la dualité onde-corpuscule. Donc, on peut voir le photoélectron, donc l'électron éjecté, comme une particule ou une onde. Et quand on le voit comme une onde, et ben en fait, les ondes qui sont émises par ces photoélectrons, ben, ils vont interagir avec les atomes voisins, ce qui va créer des ondes rétrodiffusées et qui vont créer donc des interférences constructives ou destructives. Et c'est ce qui va créer ces oscillations qu'on voit dans la partie qu'on appelle EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure. Ici, c'est un exemple d'une manip des années 90 où on mesurait le seuil K du krypton en spectroscopie d'absorption des rayons X. Et donc, on voit bien que quand on est en phase gaz, bah, on a un seuil d'absorption, une rampe d'absorption, et puis zéro oscillation dans la partie EXAFS. Et puis, plus on augmente la pression, plus on observe les oscillations. C'est bien une preuve expérimentale de la présence que c'est le fait des atomes voisins qui créent ces oscillations. Alors, quelques mots sur ce qu'on peut tirer comme information de ces spectres. Donc, d'abord sur la partie XANES. La partie XANES, elle va être très sensible au degré d'oxydation de l'échantillon. Donc là, par exemple, il y a différents matériaux de cobalt avec différents degrés d'oxydation pour le cobalt. Et donc, bah, quand on oxyde le cobalt ou n'importe quel élément, le seuil d'absorption va se décaler vers les grandes énergies, puisque quand on oxyde, on enlève des électrons des orbitales, et on va avoir un réarrangement des orbitales atomiques, ce qui va créer on aura donc besoin de plus d'énergie pour exciter un électron de la couche 1s. C'est aussi une sonde qui va être très importante enfin, qui va permettre de donner des informations sur la symétrie locale autour de l'atome absorbeur, puisque c'est une règle, c'est une spectroscopie qui répond à la règle de Laporte. Donc, on ne peut avoir des transitions entre les orbitales 1s et les orbitales p uniquement en théorie, mais après, quand le matériau, suivant sa symétrie, les orbitales vont s'hybrider ou pas. Et dans ce cas-là, on peut avoir des transitions qui sont en partie permises. Donc par exemple, là c'est un exemple au seuil K du titane où quand on a un composé centrosymétrique, et ben, on a un type de structure, et quand on a un composé tétraédrique, et ben, on observe ici un grand pré-seuil euh, lié au fait qu'on puisse transférer des électrons vers des orbitales différentes. Pour la partie EXAFS, donc les oscillations après le seuil, à environ 1000 électronvolts après le seuil, mais il y a une première étape qui est d'extraire les oscillations EXAFS, que je vous présente ici. Et puis pour l'analyser rapidement, entre guillemets, le plus facile, c'est de faire une transformée de Fourier sur la partie EXAFS. Et dans ce cas-là, on obtient une pseudo-distribution radiale autour de l'élément absorbeur. Donc là, par exemple, ici, on a un premier pic sur la pseudo-distribution radiale qui correspond aux liaisons Zn oxygène, et puis un deuxième pic qui va correspondre aux voisins Zn dans la deuxième sphère de coordination, etc. Donc, grâce à l'analyse EXAFS, on peut déterminer la nature des voisins, le nombre des voisins et les distances entre l'atome absorbeur et les atomes voisins. Donc, comment on peut faire de la spectroscopie d'absorption des rayons X? Alors, même s'il y a des spectromètres de laboratoire qui se développent de plus en plus, la façon de faire de la spectroscopie d'absorption des rayons X, c'est encore plus quand on veut le faire résolu en temps, c'est de se rendre au synchrotron. Donc, moi, je suis au synchrotron Soleil, donc qui est situé à peu près une vingtaine de kilomètres de Paris. C'est le seul synchrotron au monde où, si on sort le soir, on peut voir le haut de la tour Eiffel. On voit le phare, par exemple, la nuit qui tourne. C'est un synchrotron de troisième génération, donc qui est en opération depuis 2007 et qui a 29 lignes de lumière différentes. Une ligne de lumière, c'est comme un petit laboratoire, c'est un spectromètre. Donc, une ligne de lumière, ça se compose d'une cabane optique qui est ici, où ici on va avoir tous les éléments qui vont permettre de se régler, par exemple, à la bonne énergie et
Ensuite, on a une cabane expérience. C'est là où on va mettre l'échantillon qui peut être sous différentes formes. C'est aussi une des forces de notre technique. On peut mettre une pastille, une poudre, du liquide. C'est assez versatile. Et puis, on a une partie travail, une partie ouais, cabane de travail, là où on va contrôler la ligne, contrôler l'acquisition, l'analyse, etc. Donc, voilà à peu près à comment se fait une ligne de lumière. Le synchrotron soleil, eh ben, c'est un instrument qui permet d'avoir des énergies allant du terahertz aux rayons X durs. Et donc, bah, ça offre un large portfolio de techniques de caractérisation différentes, spectroscopie d'absorption des rayons X, diffraction, diffusion, microscopie, infrarouge et toute autre chose. Et donc, la ligne de lumière ROC, nous, on est ici. Et on fait de l'absorption des rayons X en mode rapide. Donc la ligne ROC, ça veut dire Rocking Optics for Chemical Kinetics. Et donc c'est une ligne qui travaille entre, on va dire, 40 et 40 kV, ce qui permet d'avoir accès à environ 65 éléments du tableau périodique, allant du seuil K du titane jusqu'au seuil K du cérium. Et on peut aussi mesurer les seuils L des lanthanides. Donc ça offre des possibilités très larges en termes d'éléments qu'on peut étudier sur la ligne. Et la ligne donc a été cette ligne a été vraiment faite pour les mesures résolues en temps. Et donc on a à peu près 65% de personnes qui viennent de la catalyse au sens large. J'inclus l'électro, la photocatalyse et la catalyse thermique classique. Une vingtaine de pourcents d'utilisateurs de projets qui viennent du domaine du stockage de l'énergie, donc principalement les batteries et puis un petit peu de supercapacité aussi. Et puis, on va dire 15-20% d'autres projets. Ça peut être des sciences de l'environnement, des matériaux et tout autre domaine. Donc, une ligne de lumière, donc à quoi ça ressemble pour expliquer un petit peu l'outil analytique. Donc, si on fait un zoom dans la partie expérience, dans la partie cabane optique, pardon, la première chose à faire, bah, c'est de sélectionner l'énergie à laquelle on veut travailler. On peut travailler entre 40 et 40 keV, donc on choisit l'énergie à laquelle on veut travailler. Et pour ça, bah, on va utiliser donc un monochromateur qui est un cristal coupé selon des plans réticulaires bien précis. Et grâce à la loi de Berlambert, et bah, en fonction de l'angle avec lequel le faisceau arrive sur le monochromateur, on va sélectionner l'énergie que l'on veut. Là, nous, sur notre ligne, on a ce qu'on appelle des channel cuts, donc c'est-à-dire qu'on donne un angle de Bragg et après le monochromateur oscille très vite autour de cet angle de Bragg. Donc il peut osciller entre 2 Hz et 30 Hz, ce qui nous donne une résolution temporelle pour mesurer un spectre de environ 250 millisecondes. En routine, on travaille à 2 Hz la plupart du temps, donc on a un spectre toutes les 250 millisecondes, mais on peut aller plus vite jusqu'à avoir un spectre à environ 20 millisecondes euh, sur la ligne. Donc là, ici, on compare les spectres enregistrés rapidement avec des mesures pas à pas et on voit qu'on ne dégrade pas du tout la résolution en énergie. Dans la loi de Bragg, on a donc la loi de Bragg, n lambda égale 2d sinus θ. On a le n, donc ça veut dire que les harmoniques vont passer aussi. Et donc pour rejeter les harmoniques, hein, par exemple si on travaille à 7 kV, bah, théoriquement on a 14, 21, 28, etc. Et bien dans ce cas, on utilise des miroirs avec des surfaces, des revêtements différents. Et en fonction de l'angle d'incidence des miroirs par rapport au faisceau, on va couper toutes les énergies supérieures à une certaine valeur, ce qui va permettre de rejeter les harmoniques liées à la loi de Bragg. Une des autres avantages de la ligne, au-delà de sa rapidité temporelle, c'est sa versatilité de taille de faisceau. Donc, avec un premier miroir, on peut choisir, enfin, on a, en fonction de l'endroit où on fait la mesure dans la cabane expérience, on peut avoir des tailles de faisceau qui varient de, on va dire, 400 microns à 3 mm et demi en taille horizontale. Et puis, avec un autre miroir qui est ici, eh ben, on va pouvoir, qui celui-ci se courbe, on va pouvoir choisir une taille plus ou moins grande, cette fois-ci dans la direction verticale.
Et donc voilà, au point de focalisation de la ligne, on peut donc varier entre un faisceau qui, au point de focalisation de la ligne, fait à peu près 500 microns par 300 microns à peu près, et en plein champ, donc avec un gros faisceau, on peut aller jusqu'à 3 mm par 3 mm, c'est l'ordre de grandeur. Une autre particularité de la ligne, c'est ce qu'on appelle le head jump, c'est-à-dire que si on a des catalyseurs ou des matériaux multimétalliques, eh bien, on peut, parce qu'on a plusieurs monochromateurs et qu'on a tous les moteurs ont été designés pour, on peut en environ 30 secondes passer d'une énergie à une autre. Et donc là, voilà, c'est un exemple où on a étudié un catalyseur de molybdène et de cobalt. Et donc, on mesurait pendant plusieurs heures, on a mesuré pendant 30 secondes le seuil du cobalt. 30 secondes pour changer, 30 secondes pour mesurer le seuil du molybdène, etc. Et bah ça, on peut le faire pendant plusieurs heures. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que au sein d'une même expérience, on va aller sonder différents éléments. Ça peut être deux, trois, ça peut être plusieurs éléments. Et ça, c'est très intéressant parce que on est certain de pouvoir corréler ce qui se passe, par exemple, là, dans ce cas-là, ce qui se passait au seuil du molybdène et au seuil du cobalt, puisqu'on reste dans la même expérience avec le même matériau et tout est égal par ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue-là. Euh, et la ligne propose aussi un large portfolio d'environnements échantillons, donc plusieurs environnements échantillons pour notamment le stockage de l'énergie, par exemple, avec des cellules électrochimiques, des batteries, des boîtes thermostatées. Et puis on fait 70%, 60-70% de catalyse, donc on a aussi beaucoup d'environnements échantillons pour la catalyse qui permettent de travailler de température ambiante jusqu'à 1000 degrés Celsius et on peut travailler en pression jusqu'à 20 bars. On a un système de distribution de gaz toujours en permanence sur la ligne, un spectromètre de masse pour déterminer les produits de réaction, pour faire de la mesure opérando et pouvoir corréler l'activité catalytique avec les changements structuraux qu'on observe en spectroscopie d'absorption des rayons X. Donc ça, c'était pour la catalyse hétérogène, pardon. Et puis, bah, on a aussi on a aussi plein de cellules pour la photoélectrocatalyse. Donc là, c'est une cellule qui est très versatile, qui s'organise sous une forme de sandwich. Donc on peut changer assez facilement les différentes parties pour faire soit de l'électrocatalyse, soit de la photocatalyse, pourquoi pas de la photoélectrocatalyse. Et donc cette cellule, on l'a déjà utilisée, par exemple, dans la photodissociation de l'eau en utilisant des MOF. Euh, donc ça, c'est un exemple. Et je vais prendre un exemple aussi de la photocatalyse en phase gaz. Ça, c'est pour appuyer sur un point, c'est que donc nous avons des cellules sur la ligne qui peuvent être utilisées par les utilisateurs, mais on est aussi ouvert au développement de cellules selon les besoins des différents utilisateurs qui veulent déposer des projets sur la ligne. Et donc, par exemple, en collaboration avec l'IFPEN, nous avons développé une cellule de photocatalyse en phase gaz qui permet d'étudier les réactions en mode opérando via une mesure des produits par micro GC. Et donc voilà, la cellule, elle ressemble à ça. Et puis là, elle est dans son environnement sur la ligne de lumière, qui peut travailler en transmission, en fluorescence, qui est très versatile. Et on a travaillé en collaboration avec l'IFPEN et on s'est assuré que bah, la cellule développée à Soleil présentait les mêmes caractéristiques d'un point de vue catalytique que la cellule qui est utilisée de manière quotidienne ou usuelle à l'IFPEN. Et ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel on fait attention, c'est que quand on développe une cellule, on s'assure qu'elle fonctionne bien d'un point de vue chimique, enfin d'un point de vue catalytique ou d'un point de vue, oui, chimique pour l'application des utilisateurs. Donc ça, c'est un peu le message de cette diapositive, c'est de dire que voilà, on développe des cellules toujours en gardant à l'esprit de devoir reproduire ce que est utilisé dans les différents laboratoires. Et puis nous avons plusieurs cellules pour travailler en milieu liquide. Donc là, par exemple, c'est une cellule qui a été utilisée pour la nucléation croissance de nanoparticules.
Donc vous voyez ici, on avait des émanations de vapeur du solvant qui s'échappait. Donc on a sur la ligne aussi un système d'extraction, de ventilation qui permet de travailler en toute sécurité. Euh, donc cette cellule a été utilisée à plusieurs reprises sur la ligne de lumière. Et puis on a une cellule aussi gros volume qui permet de faire pareil de la nucléation-croissance, de la coprécipitation, des réactions de titrage en cellule gros volume. Je vais revenir dessus et bah, tout de suite. Avec mon premier exemple, qui va être un exemple sur la détermination des espèces présentes en solution en utilisant l'absorption des rayons X et la spectroscopie Raman. Parce que c'est une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est qu'on peut, sur la ligne de lumière, réaliser des couplages de techniques. Donc ça peut être de la spectroscopie Raman, ça peut être de la diffraction des rayons X, de la spectroscopie UV visible, qui peuvent être enregistrés en même temps que les spectres d'absorption des rayons X. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'IFPEN sur la ligne de lumière. Donc, on a utilisé une cellule gros volume qui est présentée ici, donc, enfin, une cellule gros volume, oui, qui permet de mettre 100, 200, 100, 150 millilitres de solution. Donc, qui est présentée ici dans l'environnement sur la ligne, et puis ici, il y a le schéma synthétique. Donc, dans cette cellule, qu'est-ce qu'on a? On a une pale d'agitation mécanique pour s'assurer que tout est homogène, plus un agitateur magnétique, ce qui permet de s'assurer l'homogénéité de la solution, de la suspension dans la cellule. Nous avions mis une sonde pH que l'on voit ici, qui permettait de suivre le pH au cours du temps. Une sonde Raman qui est ici pour mesurer les signaux Raman, les spectres Raman des espèces en solution. La pale ici. Et on a par un titreur automatique, on ajoutait de la soude. Donc dans la cellule, au départ, on a ajouté de l'heptamolybdate et de l'acide citrique à rapport molaire constant. Et puis on a ajouté, en utilisant le titreur, de la soude, donc une solution de NaOH au cours du temps. Et bien sûr, nous avons dans cette cellule une fenêtre qui permet de laisser passer les rayons X pour pouvoir faire la mesure. Donc ici, au seuil K du molybdène, la mesure elle peut être faite en transmission parce que traverser une épaisseur d'eau, c'est pas un problème à ces énergies-là. Enfin, une épaisseur, faut pas que ce soit trop épais, mais quelques millimètres d'eau, c'est pas un problème à ces énergies-là. Donc, on a pu travailler en transmission en passant par une fenêtre qui est faite en capton. Et donc, au cours de cette titration, de ce titrage, au cours de l'ajout de NaOH, eh bien, nous avons pu suivre en mode in situ les espèces en solution au seuil K du molybdène. Donc, les spectres d'absorption des rayons X sont présentés ici. En allant du pH acide au pH basique du bleu vers le rouge. Et donc, on enregistrait un spectre toutes les 22 secondes, un spectre d'absorption de rayons X toutes les 22 secondes. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, on enregistre un spectre en 0,25 secondes, mais pour avoir un rapport signal sur bruit satisfaisant, on moyenne un petit peu dans le temps. Et donc, à la fin, on obtenait un spectre toutes les 22 secondes. Et puis, en parallèle, on enregistrait un spectre Raman toutes les 30 secondes, qui est présenté ici. Donc on se retrouve avec des jeux de données qui font des centaines de spectres. Et donc ben, on veut pas, donc ça fait beaucoup de spectres à analyser. Et donc comme on ne veut pas les mettre à la poubelle, eh bien on utilise une méthode chimiométrique, donc la MCRALS, qui est qui va permettre le principe de cette technique d'analyse, pardon, de cette méthodologie, c'est qu'on va exprimer notre matrice de données comme étant égale à une matrice de concentration multipliée par une matrice de spectre pur plus du bruit expérimental. Donc, la matrice de spectre pur, par exemple, on va réduire donc ainsi le nombre de spectres de la matrice à quelques spectres, 2, 3, 4 spectres à déterminer, fois leur concentration au cours du temps.
Donc ici, il y a plusieurs exemples d'utilisation de cette technique dans absorption de rayons X, mais ça s'utilise aussi dans d'autres spectroscopies, infrarouges, etc. Comment ça fonctionne dans le principe? Eh bien, tout d'abord, il faut déterminer le nombre de composants dont on a besoin pour expliquer la variance dans la matrice de données. Donc, pour ça, on fait une analyse par composante principale. Et puis ensuite, on fait une estimation initiale où on va lui demander, par exemple, de choisir parmi l'ensemble des spectres les trois spectres les plus différents si l'analyse par composante principale nous a dit qu'il fallait trois espèces pour expliquer la variance. Et puis après, on va minimiser la différence entre la matrice de données et la reconstruction de la concentration. On va minimiser la, la différence. Pardon. On va minimiser le bruit, pardon, en reconstruisant la matrice de concentration en utilisant les spectres initiés les spectres initiaux. On détermine ainsi la matrice de concentration. Et puis cette nouvelle matrice, elle est utilisée de nouveau, cette fois-ci comme estimation initiale. On minimise le bruit en déterminant cette fois-ci la matrice des spectres. Et on fait des boucles comme ça jusqu'à ce que le système converge. Pour l'aider à converger, on peut lui imposer des contraintes, comme par exemple la non-négativité des concentrations, puisque une concentration ne peut pas être négative. On veut que la somme des concentrations soit égale à 1, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on impose systématiquement. Et puis, on peut imposer une unimodalité du profil de concentration, c'est-à-dire un seul maximum. C'est ce qu'on a fait sur ce jeu de données au cas du molybdène. Et donc, par analyse de composantes principales, on a vu qu'il fallait 4 composantes pour expliquer la variance dans le système. Et donc la MCRLS a permis d'isoler les composantes et les profils de concentration. Maintenant, le travail va consister à déterminer quelles sont les espèces qui ont été extraites par la MCRLS. Donc pour ça, une façon de faire, c'est que on peut simuler les spectres EXAFS des composantes principales. Donc j'ai mis un exemple ici de ce qui a été simulé. Et puis, on n'oublie pas qu'on avait la spectroscopie Raman en parallèle. Et donc, en fonction, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de Raman, mais en fonction des pics, de la position des différents pics ou bandes des spectres Raman, eh bien, et en se basant sur des travaux précédents, on a pu attribuer à chacun des spectres et donc des concentrations, chacun des spectres une espèce chimique. Et donc, on a pu, comme ça, on peut remonter au profil de concentration des différentes espèces chimiques en fonction du pH. Un autre exemple, c'est l'extraction liquide-liquide de terres rares. Donc, en utilisant des liquides ioniques qu'on a réalisés en collaboration avec le laboratoire Phoenix à la Sorbonne Université. Donc, on a des terres rares. Donc, ici, nous, on a utilisé du lantane et du cérium, plus un extractant en phase aqueuse. Et puis, en le chauffant, mélangeant, puis après refroidissement, nous allons obtenir l'idée d'avoir les terres rares dans la partie liquide ionique. Ça, nous l'avons observé in situ en absorption des rayons X en utilisant des cellules qui sont présentées ici. Et dans ce cadre-là, nous avons utilisé un petit faisceau qui faisait à peu près 300, on va dire 400 par 300 microns. Donc on a fait des mesures, on a parti de température ambiante, on a chauffé jusqu'à 80 degrés et on a redescendu à température ambiante. Et nous avons fait des mesures tout au cours de ce processus à différentes positions le long des différentes phases liquide ionique et phase aqueuse. La première chose que l'on peut voir, c'est que le saut au seuil d'un spectre d'absorption des rayons X, donc c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a avant seuil, l'absorbance avant seuil et l'absorbance après seuil, ce saut au seuil il va être proportionnel à la concentration en cérium et en lantane. Et donc, en faisant les mesures à différentes positions dans la cellule, on peut remonter comme ça à une distribution en concentration du cérium et du lantane au cours de l'extraction. Et donc, ce qu'on a pu observer, on regarde à gauche, on a ce qu'on a observé en gris. Plus il y a de gris, plus c'est gris, plus il y a de terres rares en solution.
enfin de terres rares dans ces endroits-là. Et donc, on voit que quand on est chauffé à 80 degrés, c'est-à-dire que le liquide ionique et l'eau sont complètement miscibles, eh bien, on a une distribution homogène, alors que quand on est dans l'état initial et l'état final, on a une séparation de phase. Et plus important encore, on voit bien que le cérium et le lantane sont passés de la phase aqueuse de l'état initial à une majorité en phase liquide ionique après chauffage et redescente en température. Pour aller un petit peu plus loin, ben, on a fait des mesures dans les différentes phases de spectroscopie. On a fait des mesures de spectroscopie d'absorption des rayons X dans les différentes phases. Et donc, si on regarde les parties xanès, on voit qu'on n'a aucun changement dans la partie xanès, que ce soit au seuil K du cérium et au seuil K du lantane. Donc, typiquement, on n'a aucun changement de degré d'oxydation, ce qui était attendu, donc c'est une très bonne chose. Et puis, on a pu mesurer les spectres EXAFS et leur transformés de Fourier pour avoir des informations sur l'environnement local. Et quand on les compare au spectre absorption X des terres rares en présence du liquide ionique et ou de la bétaïne, eh ben on voit bien que, par exemple, une fois que on est à 80 degrés et dans la phase liquide ionique finale, on a un spectre qui est très proche de celui de la terre rare en présence de bétaïne, alors que dans la phase aqueuse, on est vraiment sur un spectre qui est proche, on voit bien ici et ici, qui est plus proche de la terre rare en milieu liquide ionique. Donc pour aller un petit peu plus loin, sur la ligne de lumière, on a développé des capacités en imagerie plein champ. Donc c'est-à-dire que au lieu de travailler avec un petit faisceau, on va travailler avec un gros faisceau. Et en prenant des images après l'échantillon grâce à une caméra, en prenant des images après l'échantillon à différentes énergies, on obtient ce qu'on appelle un cube d'imagerie avec donc on obtient des images à différentes énergies. Et donc pixel par pixel, on peut reconstruire le spectre d'absorption des rayons X. Donc on a une caméra avec différents objectifs. Et on voit bien ici que on enregistre le changement de direction du monochromateur démarre l'acquisition de l'ensemble des images, du cube d'images. Et on a des trigs, donc c'est-à-dire qu'on génère des pulses qui vont permettre après de pouvoir remonter, de pouvoir recalculer en fonction de l'angle à laquelle le pulse, en fonction de l'angle du monochromateur à laquelle le pulse était généré, on va pouvoir recalculer pour chaque image l'énergie à laquelle l'image a été enregistrée. Et donc ça, on peut le faire de manière in situ aussi. Donc ici, c'est un exemple sur la régénération d'un catalyseur. Donc ça s'éloigne un petit peu du cadre du GDR, mais on n'a pas d'autres. Enfin, on a des exemples que en catalyse. Enfin, l'exemple que j'avais, pardon, c'était en catalyse. Donc ici, par exemple, on a le catalyseur qui est mis ici, les rayons X qui arrivent là, et la caméra qui va mesurer l'intensité transmise après l'échantillon. Donc on avait une résolution spatiale donc c'était un catalyseur nickel-cuivre. Nous avions une résolution spatiale de 26 par 26 micromètres carrés au cuivre et 39 par 39 au seuil du cuivre. Et une résolution temporelle en imagerie hyperspectrale où on observe un cube toutes les 11 secondes. Donc on obtient un cube d'image toutes les 11 secondes, ce qui fait, comme vous le voyez, énormément de spectres, des milliers de spectres à analyser. Et donc pour faire ça, on utilise encore la MCR-ALS, qui est un outil très puissant. Et en conclusion, ah ben voilà, donc en fait vous verrez pas le GIF, bon, tant pis, désolé. Ce qu'on est censé voir ici, c'est le front de propagation de la réoxydation du nickel et du cuivre. Et ce qu'on a pu montrer grâce à cette technique, c'est que le front de propagation du nickel avance plus vite que le front de propagation du cuivre. Euh, et ça, c'est lié au caractère oxophilique du nickel par rapport au cuivre. Et donc, pour boucler avec le processus d'extraction liquide-liquide que nous avons mesuré, on pourrait imaginer, par exemple, si on a donc les deux phases, la phase liquide ionique et la phase aqueuse, de mettre la cellule qu'on a utilisée devant la caméra et en mesurant à l'interface avec un gros faisceau, on pourrait avoir la distribution spatiale à l'interface un peu de la même manière que ce qu'on a vu juste avant. Donc pour conclure sur ma présentation,
Donc la spectroscopie d'absorption des rayons X, c'est une technique qui est sélective chimiquement, qui donne des informations sur la structure électronique, c'est-à-dire le degré d'oxydation ou la symétrie locale de l'élément que l'on étudie. Et la partie exacte du spectre, c'est une sonde locale qui fonctionne même pour des matériaux qui sont non cristallins. Donc on n'a pas besoin d'ordre à grande distance, ce qui rend la technique particulièrement intéressante. Et en particulier sur la ligne de lumière, donc c'est une ligne de lumière qui est dédiée à la spectroscopie d'absorption des rayons X résolus en temps, avec une résolution temporelle allant de la vingtaine de millisecondes à quelques secondes. Grâce à l'imagerie hyperspectrale en plein champ, nous avons pu ajouter une résolution spatiale avec une ordre de grandeur du micromètre à la résolution temporelle. On couvre on couvre des énergies qui vont de 4 à 43 keV, ce qui permet de sonder 65 éléments du tableau périodique. On a cette capacité assez intéressante de passer d'une énergie à une autre en quelques trentaines de secondes. On a un large portfolio d'environnements échantillons pour les mesures opérando in situ qui peut largement, et on est très ouvert à adapter pour les besoins des utilisateurs. On peut faire de la combinaison de techniques, hein, comme je l'ai montré avec le Raman, mais aussi la spectroscopie UV, voilà, la diffraction des rayons X. Et puis on a des outils analytiques comme la MCRALS et puis quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est la modulation d'excitation, qui permettent d'analyser les données et les centaines de données qu'on génère par manip, par expérience. Et donc voilà, les personnes de la ligne, donc Valérie Briouat qui est la responsable de la ligne, qui travaille beaucoup sur les domaines de catalyse aussi, Stéphanie Belin, haute scientifique de ligne, Laurent Barthes, notre assistant ingénieur qui a développé énormément de cellules. C'est lui qui design beaucoup, c'est notre designer de cellules qui fait qui design les cellules et c'est très important pour nous. Camille Lafontaine qui est un ancien membre. Et puis Antonella, notre collaboratrice RS2E et Olga Rudenko qui travaille avec nous énormément pour tout ce qui est analyse de données. Et donc je voudrais remercier également l'IFPEN et le laboratoire Phoenix qui sont les personnes avec qui on a travaillé et les exemples dont que j'ai montré. Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci, Anthony. Je ne sais pas si voilà, on m'entend. Voilà. Je vois qu'il n'y a toujours pas de message, mais c'est peut-être le moment hein, que les uns les autres n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh, voilà, moi, je dois dire que je suis très impressionné. Je ne connais pas bien cette technique, mais effectivement, j'ai participé au suivi de certaines analyses, et en particulier la compréhension de la structuration moléculaire. Finalement, on dit que c'est élémentaire, mais en fait, c'est toute la molécule grâce à cette analyse exacte. Et peut-être que ma question, si j'en ai une, serait surtout sur l'aspect, comment dire, étalonnage finalement de cette technique, puisque d'après ce que j'ai vu, finalement, on va faire effectivement une transformée de Fourier pour pouvoir retrouver un certain nombre de pics, mais comment analyser ces pics, comment en déduire finalement la structure moléculaire, ça c'est quelque chose qui reste un petit peu magique pour moi. Je ne sais pas si Anthony pouvait en dire un petit peu plus. Alors, l'analyse EXAFS, on l'a fait notamment en faisant des simulations. Donc, il y a des codes qui permettent de simuler la partie EXAFS. Oui. Donc, euh, Par des méthodes ab initio, du des coup, on méthodes peut ab initio, simuler. oui. Voilà, Oui. c'est ça. Alors, D'accord. souvent, ce qu'on fait, c'est que on mesure aussi des échantillons de référence dont on connaît la structure cristallographique. Parce que derrière la formule EXAF, il y a plein de paramètres qui, 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 euh, qui rentrent en compte. Donc on fit dans un premier temps, c'est pas vraiment, enfin c'est une minimisation. On va minimiser, on va fitter la donnée expérience sur la base de calcul de référence, sur un composé de référence. On prend un fichier CIF
à une structure cristallographique qu'on connaît, de référence. On calcule les Oui, chemins de diffusion des ondes en fonction de la position des atomes dans le fichier de référence. Et après, on va utiliser ça comme input pour aller fitter la partie exafs. Je ne sais d'accord. pas si je suis... D'accord. Oui, 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 effectivement, il faut un autre outil quelque part, donc un outil de calcul Oui. dans lequel on va proposer finalement des structures Après, on peut aussi et mesurer puis des... essayer de minimiser les écarts. Ouais, Oui. Après, on peut aussi comparer directement entre différents. Quand on mesure, on fait la mesure des échantillons de référence. Après, on superpose les courbes et donc on a déjà une première comparaison rapide, sans forcément aller jusqu'au fit. On peut aussi comparer, faire des c'est ça, combinaisons linéaires entre plusieurs références. Et c'est avec ça, des combinaisons linéaires, on peut remonter. c'est ça, c'est ça. Très bien, merci. Je prends la parole pour traduire les questions des uns et des autres. Donc, la première, c'est Damien Bourgeois, donc, qui dit que c'est super intéressant. Hein. Pour l'équilibre liquide-liquide en statique, il y a un problème de représentativité du système, car la limite du transfert devient la diffusion au sein de chacune des deux phases. Y a-t-il une idée pour améliorer le système expérimental? Car la limite du transfert devient la diffusion au sein de chacune des deux J'imagine que les phases. deux phases n'ont pas forcément la même transparence et que donc il y a un impact de la transparence des deux phases. Je J'essaie comprends. d'interpréter. Je suis pas sûr de Vous voulez, comprendre la... Alors vous Damien peut m'entendez ou prendre la pas? parole peut-être? Oui, Damien. Oui, Oui, on parce que je Ouais. t'entend. suis pas sûr Oui, de comprendre, je suis oui, désolée. Euh, non, non, c'est super intéressant. Merci hein, pour la présentation. Merci. On s'est penché sur ces problèmes-là. En fait, c'est un problème de transfert du solité d'une phase vers l'autre. C'est-à-dire l'idée, là, ce que vous avez suggéré, c'est de regarder avec l'histoire 2D, là, de faire des pile-up de 2D à différentes énergies pour reconstituer donc l'ensemble de la spéciation des solutés phase aqueuse, phase orga en regardant ce qui se passe au niveau de l'interface ou de l'interphase, on va dire. Donc Mhm. la résolution est déjà pas mal, hein, c'est 25 microns et puis 11 secondes, donc c'est quand même sur des durées assez courtes. Bon, on aimerait bien faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Par contre, il y a un souci, c'est que le dispositif expérimental est en statique. Donc, quand on observe le transfert d'un soluté d'une phase aqueuse vers une phase organique, il y a des phénomènes de chimie, c'est-à-dire il y a un entraînement par la coordination en phase organique du soluté par les molécules extractantes. Là, dans le cas des terres rares que vous avez montré, c'est un peu ça. On observe un changement de spéciation de la terre rare, mais il y a aussi un problème de diffusion au sein de chacune des deux phases. Et du coup, ce qui devient limitant quand on n'a pas d'homogénéisation des deux phases, c'est la diffusion de la phase aqueuse vers l'interface, ah oui, dans ce puis sens-là. du complexe qui s'accumule à l'interface vers la phase organique. Donc nous, on a fait des manips en macroscopique à l'œil nu. Ce qu'on observe, en fait, c'est une fine couche de troisième phase qui se dépose en bas de la phase organique et qui ne bouge pas. Donc ce qu'on analyse n'est pas représentatif en fait du système réel, parce que dans le système réel, comme il y a mélange, les complexes vont pouvoir diffuser au sein de la phase organique. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Alors, je, je, je sais, j'avoue que sur cette manip-là, moi, j'ai pas fait les manips, donc je sais pas je, je, je me souviens pas très bien comment. Enfin, je me souviens pas. Non, forcément, j'ai pas fait les manips, donc je sais pas comment c'est fait, mais je sais qu'il y avait une homogénéisation qui était faite. Euh, euh, Là, l'homogénéisation dans ce que vous présentez, en fait, elle est faite par la montée en température qui fait oui, que les deux phases se mélangent. Donc forcément, il n'y a plus d'interface. Là, c'est. oui, Mais quelque part, ce qu'on voit dans la distribution observée, la petite couche blanche qui est à 80 degrés, là, pour moi, c'est un problème de diffusion. C'est-à-dire qu'on a beau chauffer et ne plus avoir une séparation entre les deux phases, il y a une interface qui, du coup, occupe quasiment toute la partie du volume, mais il y a un problème de diffusion de matière. C'est-à-dire que même si on n'a qu'une seule phase, ben, le gris qui est au-dessus, là, manifestement, il ne va pas jusqu'en bas. Euh, Donc, il y a excusez, quelque part, pour moi, un artefact. Alors après, si vous voulez, on pourra en discuter. Je ne vais pas monopoliser la parole, on pourra en Mhm. discuter à l'occasion, mais voir un petit peu comment on pourrait améliorer ça, quoi. En tout cas, c'est super intéressant, quoi. Mhm.
Ah oui, Enfin, j'ai puis vu, il y avait Juliette il qui y était avait, là. Alors, bah, Juliette c'est, Sérec, oui, aimerait bah, peut-être Oui, disons qu'elle peut peut-être rebondir m'aider là-dessus, oui. là-dessus, parce que oui. c'était avec elle. Ah, Bonjour tout le monde. d'accord. Donc, Juliette Sériex. C'est moi qui avais fait les manips avant qu'Anthony arrive sur la ligne. Et on a mis une agitation, hein, Ah, d'accord. dans les échantillons. Et le 80 degrés, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'en bas comme les autres parce qu'on avait le barreau aimanté qui nous gênait Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, ça me aussi. revient maintenant. Donc, ça ne D'accord. représente pas une troisième phase. D'accord. Non, c'était un manque d'homogénéité de la phase. Mais du coup, en fait, il y a un barreau au fond, donc les phases sont quand même un peu agitées. Donc il y a ça pour Oui, la phase du la bas et la phase du haut. diffusion. Vous avez un Oui. peu une agitation ou pas? Euh, on a fait les manips sans agitation. On voit bien qu'on n'arrive pas à diffuser complètement, même à température. Donc, on avait besoin de cette agitation-là pour homogénéiser complètement. Et vraiment, on a une homogénéisation complète sur le long de Ok. Donc, l'échantillon. ok. Mhm. Donc il y a agitation et Mm. possibilité. Ok, super, merci. Mais là, on est dans une phase où le diagramme de phase est vraiment homogène. Ouais. Voilà. Après, en biphasique, il y a déjà une agitation dans la phase du bas, peut-être. Il faut réfléchir à la Euh, phase du haut. oui, oui. En biphasique, oui, il y a une petite agitation. Mais on essayait d'arrêter l'agitation quand on faisait les mesures, hein, pour que ça chamboule pas trop la mesure, mais on était contraint du coup de, à cause de ce barreau aimanté. Voilà. Ok, merci. 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 Merci, Merci bien. Juliette. Alors, je reprends la question du coup de Thomas Zem, qui est très intéressé par le layering observé en images et en faisceau large. Cela ressemble-t-il au layering d'extraction observé par Pickering? Est-ce Oui. qu'il y a un lien à faire Oui, avec le Pickering? oui, Voilà, bonjour. Thomas est avec nous, il peut traduire sa question. Oui, 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 non, non, mais c'était avec un autre langage, à peu près la même chose que ce que vient de dire Damien. Oui, Euh, En fait, les émulsions de Pickering ont été découvertes en regardant des layering qui se mettaient en place après agitation. Et donc, ça fait penser à ce qu'a dit Damien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une surface induced phase transition. Il y a des petits morceaux de troisième phase qui stabilisent des gouttes de la deuxième phase. Ça expliquerait, comme ces gouttes s'attirent, ça expliquerait l'interface qui n'est pas diffuse à 60 degrés. Et ça m'a énormément intéressé. Pour ça, je voulais savoir un peu plus euh, à combien on est de la troisième phase et qu'est-ce qu'il y a comme solvant, comme extractant, quelle est la composition de l'échantillon là. Euh, tac, tac, tac. L'extractant, c'est de la bétaïne. Et la partie liquide ionique, c'est de la choline TFSI. Ah oui, d'accord. Hmm. Bon, en tout cas, ça serait une manip super intéressante à faire, ne serait-ce qu'avec avec les trucs, avec le TBP ou un extractant vachement connu, en s'approchant de en s'approchant de la limite de troisième phase, en mettant beaucoup de load. Enfin, le fait de pouvoir après, si j'ai bien compris, après, vous n'allez pas jusqu'au moment où c'est monophasique. Et donc là, Euh, Bah, à 80 degrés, par exemple, on était monophasique. oui, oui, mais en allant pas jusqu'au fait d'être Ah, monophasique, on a cette espèce de transition qui n'existerait. Non, non, c'est super intéressant comme résultat. Ça veut dire un peu comme le disait Damien, il y a des bouts de troisième phase qui immutifient la première ou la deuxième, la première dans la deuxième ou la deuxième dans la première. Et ça veut dire qu'on est assez proche d'un point critique de mélange. Et observer ce genre de choses avec un extractant où les différences de potentiel chimique sont bien connues, ça pourrait être super intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Là, le problème, c'est qu'il y a deux choses inconnues. Il y a d'une part les variations d'entropie volumique des deux liquides en présence, qui est un bazar à trois composants. Donc là, je veux dire, à partir de ça, on voit qu'il y a un effet
mais comme le disait Damien, ça doit être difficile à quantifier. Mais ça serait super intéressant de faire ça une fois sur un système extractant bien connu. Ouais. Parce qu'à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Nous, on a vu une fois en microscopie atomique de liquide avec Mario Corti dans le cadre des manips de l'ERC. On a vu une fois par des interférométries de Fabry-Perot, on a vu ces espèces de petites peaux à l'interface des deux phases, des petites peaux de troisième phase qui sont un solide extrêmement ou un truc extrêmement visqueux. Et ça me semble super intéressant de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir. Et c'est quoi l'épaisseur d'échantillon? C'est un Euh, millimètre, vous avez ah non, dit? là c'était plus que ça. Alors il y a là ça donne il y a Ouais, l'ordre de voilà. grandeur ici, donc c'était je sais pas 3 2 3 cm, 4 Ouais, cm. ouais. Bon. C'est très quantitatif, ça m'a super intéressé et ça ouvre des possibilités de faire des mesures quantitatives sur des systèmes bien connus. Parce que Ouais. là, c'est un système où je ne suis pas sûr que les équilibres de transfert, qui ne sont pas uniquement de la complexation, les équilibres sont la somme de plusieurs forces moléculaires et pas uniquement la complexation électrostatique. Donc, à partir des manips d'imagerie, difficile de remonter un mécanisme, tandis que si vous faites le même protocole expérimental avec un système extractant qui est bien connu, il me semble que ça peut être super intéressant parce qu'on peut, de l'imagerie, déduire des quantités par unité de volume. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a super intéressé. Oui, Et, le grand intérêt de... l'origine du layering, si tout le monde ne sait pas, le layering de Pickering, tout le monde appelle ça des émulsions de Pickering. C'est pas lui qui a donné le nom, mais en fait, Pickering, c'était un jardinier, qui s'est blessé en tombant d'un arbre. C'est pour ça qu'il est dans la Royal Society. Et lui, il avait dans l'idée que les écorces des arbres se, se protège des insectes en synthétisant des insecticides ou des repellents naturels. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Et donc, il a essayé tous les moyens possibles et imaginables de tremper des morceaux d'écorce d'arbres dans différents liquides qu'il avait, dans différentes essences de térébenthine et des trucs comme ça. Et il mettait ça dans les arrosoirs, puis il agitait ça avec une grosse cuillère. Et un jour, il a regardé, il a dit, tiens, c'est bizarre, au lieu d'avoir une espèce d'atmosphère d'émulsion, c'est-à-dire qu'en haut c'est clair, mais pas de front de sédimentation exponentielle, enfin non définie. Il avait du layering d'interface et qui avait exactement le profil que vous avez montré à 60 degrés. Et il est le premier à avoir compris que c'était des particules solides qui agrégeaient ces gouttes de liquide et que c'était donc des émulsions qui étaient stabilisées par des petites particules solides. Et comme il y avait du bridging, ça faisait une attraction. Et déjà à l'époque, on savait que l'attraction entre des objets était l'origine de la tension de surface. Et puisqu'il y a une tension de surface, on a du layering avec des interfaces horizontales. C'est Pickering qui les a découvertes. Et si on fait l'analogie que la troisième phase, c'est plus ou moins un solide, que la première ou la deuxième phase, c'est le liquide, je pense que l'origine de ces interfaces planes, du truc qui ne s'est pas complètement séparé, comme le disait Damien, eh bien, probablement, ça permet de... Si ça a la même origine, ça permet de démontrer que c'est des bouts de troisième phase qui stabilisent les gouttes de la première dans la deuxième ou l'inverse. Et c'est pour ça que la séparation de phase n'est pas complète. Mais elle n'est pas complète en faisant des layering. Parfois, il y a même deux ou trois interfaces entre la phase du haut et la phase du bas. Et c'est pour ça que ce phénomène m'a tout de suite intrigué. Peut-être je suis complètement faux, j'en sais rien, mais c'est la seule explication que je vois pour les interfaces planes et non diffuses que vous avez mises en évidence. Ouais. Et aux températures intermédiaires, je veux dire. Ce qui me semble le point essentiel d'intérêt, je pense, là-dedans, c'est finalement la combinaison possible de différents types de mesures, Ouais. voilà,
Non, mais qui permet de comprendre les phénomènes. Hein. Oui, voilà, après là, par exemple, le fait que ce soit pas diffus, il faut prendre en compte aussi qu'on a fait des mesures. Alors je sais plus, mais c'était c'est pas lisse là, hein, ce que je présente ici. C'est une mesure à une position, ensuite on bouge l'échantillon, on j'ai mesure à bien une autre compris. position. Donc Ouais. Ce sont des points. Hein. c'est des C'est pas points une courbe. discrets sur le long le long Oui, mais de si c'est un l'échantillon. type de sédimentation de la première phase dans la deuxième, de toute façon, on aurait des exponentielles, on n'aurait pas Mm. des interfaces planes. On n'aurait qu'une seule exponentielle dans tout au lieu d'avoir un gris avec des limites nettes, comme vous l'avez montré, vous auriez que des sigmoïdes, Mhm. des exponentielles. Oui, oui, oui. On va peut-être passer à la question suivante, qui est celle de Michel Meyer. Alors, comme je vois que c'est assez facile d'allumer son micro, peut-être que Michel peut prendre la parole. Hein. Sa question, c'est quel est le volume minimal de votre cellule de titrage? Voilà. Merci beaucoup Euh, pour en tout cas cette présentation fort intéressante. Donc oui, j'étais Merci. très intéressé par votre voilà cette diapositive. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez mentionné que vous avez apparemment deux types de cellules. Vous avez Oui, surtout insisté sur la cellule gros volume. Donc j'ai bien compris, 100-150 ml. oui. Donc je me pose la question si vous avez un dispositif plus petit qui consomme moins, enfin qui requiert moins de solutions. Voilà, et puis quelle était l'épaisseur finalement, puisque j'ai la parole, j'en profite un peu, quelle était l'épaisseur de cette cellule? Parce que, bon, comme vous avez mentionné la loi de Beer-Lambert, je Alors, suppose pour avoir des spectres, des jolis spectres, il faut quand même avoir un petit peu de trajet optique. Enfin voilà, c'est un peu plutôt pour aller avoir un peu une meilleure idée des quantités. Puis il y avait une question suivante, mais là je ne veux pas empiéter sur mon collègue qui a posé la question qui suit, je dirais, c'était les concentrations évidemment à mettre bah, en jeu. je peux répondre, je vais faire un package là-dessus. Voilà. Comme ça Merci répondra beaucoup. aux questions d'après. Alors déjà sur les cellules, effectivement, c'est deux types de cellules différentes. La problématique qu'on va avoir sur, enfin, en tout cas, par exemple, cette cellule de titration, de titrage, elle permet de mettre des électrodes. Après, quand on veut mettre des électrodes, des choses, enfin, les électrodes qu'on a, elles sont grosses, donc elles permettent ça. Donc celle-ci, on peut ajouter un volume plein, enfin, on peut ajouter quelque chose à l'intérieur pour diminuer artificiellement le volume qu'on va mettre dedans. Donc on vient combler l'espace avec quelque chose euh, de solide pour mettre moins d'échantillons. Dans la cellule de synthèse, on va dire celle que j'ai appelée de synthèse de nucléation croissance en chauffant, bah, vous voyez, on peut mettre quelques millilitres dans cette cellule au plus. On a déjà travaillé avec des quantités pour de la nucléation croissance, de l'ordre de 200-300 microlitres. On peut facilement faire ça. Après, effectivement, ça va aussi dépendre. Donc, le parcours optique, par exemple, sur la cellule qui est à gauche ici, on a euh, différentes cellules en pic. En fait, c'est des petites cellules en pic qu'on vient mettre dans un corps en cuivre pour chauffer. Et donc, ces petites cellules en pic, on en a différentes tailles euh, qui vont dépendre, qui vont faire des parcours optiques différents. Et donc le parcours optique, comment il va y avoir deux choses. Il y a la concentration en matériaux, enfin en éléments qu'on veut regarder, la concentration en éléments, et puis le milieu dans lequel il est, et l'énergie à laquelle on travaille. Par exemple, en travaillant au seuil du cérium, comme c'était le cas pour l'extraction liquide-liquide, au cérium au lantane, on est à 40 keV, on est à très haute énergie, on traverse, alors pas tout évidemment, mais si vous voyez les cellules, on passait à travers 1 centimètre, enfin 3, puisqu'on entrait et en sortir, 3-4 centimètres de plastique. On passe très facilement à ces énergies-là parce que c'est de la haute énergie. On passe très facilement dans 4-5 millimètres d'eau. Il y a centimètres d'eau, il n'y a aucun problème à ces énergies-là. Par contre, par exemple, des énergies comme le cobalt ou le fer, qui sont des énergies beaucoup plus faibles, autour de 7 kV, là, le parcours optique ne doit pas être trop grand parce que sinon, tout va être absorbé. Quelle que soit la concentration en éléments qu'on a dans la cellule, tout va être absorbé par l'eau, en fait, qui va absorber les rayons X. Donc ce parcours optique, il va dépendre, il va dépendre de l'énergie qu'on veut. C'est pour ça que sur cette cellule,
on a différents parcours optiques, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 80 mm. Et sur la cellule gros volume, en fait, on le voit ici, là, on a différentes brides, les parties grises ici, avec différentes épaisseurs qui permettent d'augmenter ou diminuer le parcours optique en fonction de l'énergie à laquelle on travaille. Et je dirais que la concentration minimum qu'on peut utiliser en travaillant en fluorescence, par exemple, au seuil du fer et du cobalt, on a déjà fait des expériences à des concentrations de l'ordre de, pour avoir quelque chose de propre, il faut être de l'ordre de la dizaine de millimolaires. 5 millimolaires, ça passe encore, mais après, plus ça commence à devenir très, très bruité. Je ne sais pas si ça a répondu. Ça va dépendre un peu de l'énergie et Mais l'ordre de grandeur typique, c'est 3-4 millimolaires. Enfin, ouais, 5 millimolaires, quoi. C'est l'ordre de grandeur D'accord. minimum qu'on peut atteindre. Très bien, bah, ça répond très bien à ma Merci. question. Merci. Bah, j'avais pas fait attention, vous mentionnez même 2 molaires là sur le cas du molybdate. Bah, 2 molaires, c'est beaucoup. Ouais, Moi, je oui, parlais de justement. millimolaires. Mais oui, Ouais, oui. Après, 2 molaires, oui, oui, 2 suivant molaires. l'élément, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, ouais. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, on a une question suivante de Marc Hébran. Donc, question béotienne. J'imagine que cela dépend de l'élément dans lequel la gamme de concentration. Dans quelle gamme de concentration peut-on travailler en étant liquide? Bah oui, voilà, Ben, j'ai eu la réponse Je pense avec, que avec voilà, le c'est package ce précédent. que j'allais dire. Oui, voilà. Effectivement, Donc clairement, ouais. clairement, mais bon, c'est une bonne surprise. Je pensais que on était plus haut que 5 millimolaires. Je pensais qu'il fallait être plus concentré que ça. Donc, j'avais compris qu'il fallait être plus concentré que ça. Donc, ça renforce l'intérêt de la présentation. Merci en tout cas. De rien. Bah après, voilà, 5 millimolaires, on commence à être dans les limites, hein. C'est pas. Voilà. Mais ça peut se faire. 5-6 millimolaires, on a déjà. Oui, ça peut. Voilà. Donc, moi, je comprends que faire de la microfluidique avec ces outils-là, c'est peut-être pas tout à fait. On n'est pas prêt pour ça. Alors, de la micro. Si, ça peut se faire, il faut être Ça peut se concentré. faire avec des puces microfluidiques. Oui, Mais il faut être oui, très concentré à ce moment-là. Voilà, faut être très voilà, concentré. parce qu'il Ouais. faut. Parce que, par exemple, quelque chose qui peut être fait en microfluidique, ça peut être de l'imagerie plein champ. Au lieu Mm. d'aller mesurer à différentes positions dans la puce, ben, on prend un gros faisceau et on fait de l'imagerie en microfluidique pour Mm. regarder la diffusion, par exemple, et puis l'évolution des espèces le long du canal. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais par contre, comme on travaille en transmission, il faut avoir suffisamment de matière pour avoir un saut au seuil, hein, donc ce que j'avais mis, le saut au seuil, là. On peut commencer à travailler en transmission avec un saut au seuil autour de 0,1. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une concentration, oui, il faut être, par exemple, 5 millimolaires. Enfin, oui, 6, la dizaine de millimolaires, ça fonctionne en fluorescence, mais en transmission, c'est compliqué parce que ça fait un tout petit saut au seuil, donc ça fait un signal très bruité. Donc microfluidique, si, Merci. on peut faire des choses, mais il faut être un peu concentré quand même. D'accord. Merci bien.